Bonsoir tout le monde, et en particulier à celles et ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. J'ai mis l'exemple des énergéticiens. Bon, je vais expliquer tout de suite pourquoi. Alors d'abord parce que, comme l'a dit Carlos à l'instant, je travaille avec un certain nombre d'IHS de la CGT, notamment l'IHS confédéral, mais aussi l'IHS Mine Énergie, puisque les énergéticiens, l'histoire des électriciens gaziers, c'est une de mes spécialités. Et par ailleurs, vous le savez sans doute, et je pense que ceux qui sont concernés sont d'accord avec moi, les énergéticiens sont ceux qui sont parvenus dans notre histoire à obtenir le meilleur statut qui ait jamais existé en France. Voilà. Alors, on peut, me semble-t-il, être assez d'accord sur ce point. Et donc, je vais revenir au travers de cet exemple sur la manière et le processus qui a permis à ces électriciens gaziers, à ces énergéticiens, d'obtenir ce statut. Je reviendrai d'abord sur quelques points plus théoriques peut-être, hein, sur la question qu'est-ce qu'on peut appeler les salariés à statut. Au fond, qu'est-ce que ça renferme cette notion? C'est pas si évident que cela, et sur comment les choses se sont construites puis déconstruites, hein, puisqu'on est plutôt, comme le suggérait Carlos à l'instant, dans une phase de déconstruction de l'existence même d'un salarié à statut. Et puis, dans un dernier temps, je reviendrai sur quelque chose qui me semble essentiel pour non seulement défendre un salarié à statut, pour défendre des services publics, une fonction publique, qui est la bataille culturelle. Il me semble que ça fait partie des dimensions essentielles de la lutte à mener autour, pourquoi pas, de l'extension à la fois des services publics et concomitamment à l'extension des services publics à celle du salariat à statut, parce que je vais essayer de le montrer, au fond, le périmètre donné aux services publics, le périmètre donné aux entreprises publiques, le périmètre donné au statut est largement dépendant, historiquement parlant, de la conception que l'on peut avoir de ce qu'est l'intérêt général, de ce que sont les biens communs, et comment dans la société, au travers des tensions qui peuvent surgir, au travers des rapports de force sociaux et politiques, il est bien évident que les notions même d'intérêt général, de bien commun, sont des notions à géométrie variable. La notion d'intérêt général, la notion de bien commun sur lesquelles se sont appuyées la construction pour une large part de nos services publics et du salariat qui va avec, sont en lien direct avec la manière dont la société, à un moment donné, conçoit ce qu'est l'intérêt général et ce que sont les biens communs. Aujourd'hui, évidemment, on est plutôt, je le montrerai tout à l'heure, dans un processus qui tend à en réduire ou à chercher à en réduire le périmètre. Et il me semble qu'un de nos enjeux à nous, quand je dis nous, effectivement, Carlos l'a dit, je suis historien de profession, mais il se trouve que je suis aussi syndiqué à la CGT. Donc, un de nos enjeux consiste notamment à participer à la construction d'un rapport de force qui puisse, à un moment donné, pourquoi pas, inverser l'ordre des choses, inverser les processus de déconstruction qui sont à l'œuvre. Et je pense que ça passe très largement par une réflexion autour de ce qu'on entend ou de ce qu'on devrait entendre par intérêt général, par bien commun, et puis bien sûr, quel type de syndicalisme peut aussi participer à la construction de cet édifice. Alors je vais revenir d'abord sur, voilà, quand on parle de salarié à statut, de quoi parle-t-on au fond? Parce que c'est peut-être pour vous une évidence, mais ça, à mon sens, ça n'est pas forcément... voilà, pour moi, la définition, elle ne va pas forcément d'elle-même, mais en tout cas, dans le champ de la recherche, elle est discutée. Pour une raison toute simple, hein, qui est qu'au fond, quand on regarde l'histoire du salariat, et d'ailleurs, si vous avez le temps, je vous incite à lire l'ouvrage absolument de référence de Robert Castel, hein, qui s'appelle Les métamorphoses de la question sociale, et qui évoque cette histoire du salariat. Et au fond, cette histoire du salariat, si on en fait une perspective historique, elle a consisté à construire quelque chose qui permette de sortir de ce qu'était au départ la relation salariale, hein, au temps de la première industrialisation, hein, au temps
alors je ne sais pas si ça vous dira quelque chose, mais de la loi Le Chapelier de 1791, hein, qui casse les corporations et qui établit une nouvelle forme de relation sociale, mais qui est fondée sur une conception contractuelle individuelle de la relation salariale. C'est-à-dire qu'au fond, le salaire est discuté d'homme à homme sans rien qui vienne en quelque sorte surplomber cette relation d'homme à homme. Et l'histoire du mouvement ouvrier, l'histoire du mouvement social et l'histoire du progrès social a au contraire consisté à faire en sorte que cette relation salariale, elle soit encadrée par des normes collectives. Et d'une certaine manière, quand on suit ce raisonnement, ça peut nous faire dire qu'au fond, le salariat moderne, le salariat contemporain est en lui-même un statut, au sens où le droit social encadre le contrat de travail individuel proprement dit. Et donc confère au salarié, au salariat lui-même, un statut. Être salarié, c'est un statut. Parce que vous dépendez, vous bénéficiez d'un droit du travail, d'un code du travail, d'une convention collective, et tout ça forme un ensemble qui peut être, au fond, défini comme une forme de statut. Donc ça, c'est une des grandes conquêtes de notre histoire, hein, d'être passé de ce que Castel appelle la condition prolétarienne, hein, c'est-à-dire celle où effectivement il y avait cette relation d'homme à homme, de patron à ouvrier, très individualisée, à ce qu'il appelle les sociétés salariales, c'est-à-dire justement ces sociétés qui, au travers desquelles le salariat est conçu comme la base en quelque sorte d'un système de protection collective. Alors, en même temps, on ne peut pas en rester là, parce qu'on peut quand même, je pense, définir un certain nombre de singularités qui permettent de donner une espèce de typologie, ou en tout cas une espèce de définition de ce qu'on peut entendre par salariat à statut. Quelle est la définition possible? Bon, il me semble qu'il y a 4 éléments qui rendent ce qu'on appelle le salariat à statut plus particulier que le salariat d'une manière générale. Bon, la première chose, c'est qu'il s'agit d'un salariat dont la relation de travail est régie par des dispositions spécifiques, par des lois, des règlements, hein, qui sont indépendants en quelque sorte du reste, du commun, si je puis dire, du monde du travail ou du salariat. Hein. Voilà, donc là, des règles définies par des dispositions spécifiques. La deuxième chose qui participe, à mon sens, à la définition de cet objet salariat à statut, c'est l'échange qu'on appelle en sociologie l'échange politique, hein, ce que d'autres appellent trivialement le donnant-donnant, à savoir la sécurité de l'emploi en contrepartie d'un revenu plus faible à qualification égale que la moyenne du reste du monde du travail. La troisième chose, ce sont des droits et des protections singuliers qui sont rattachés précisément à un statut spécifique et qui donc, encore une fois, ne relèvent pas de la condition générale. Et le quatrième point qui me semble non négligeable, c'est qu'il s'agit d'un salariat d'entreprise dont la forme de propriété ne relève pas du secteur privé, ou qui relève lui-même parfois, évidemment, de l'État, si on entend par là les fonctionnaires comme relevant bien sûr d'un statut, et donc du salariat à statut. Mais en tous les cas, pour ceux qui, en revanche, sont des salariés à statut dans les entreprises publiques, il s'agit donc d'une nature de propriété qui est différente, évidemment, du secteur concurrentiel, du secteur privé. Et j'y insiste parce qu'il me semble que, et j'essaierai de le dire au travers des énergéticiens, qu'il est difficilement imaginable de séparer la question du statut s'agissant des entreprises publiques de celle de la nature de la propriété. Je dis ça parce que c'est un débat qui a émaillé aussi le champ syndical, notamment dans l'énergie, au début des années 2000, quand il s'est agi, souvenez-vous, donc de transformer le statut des entreprises en vue de leur ouverture au capital privé, c'est-à-dire en vue, au fond, de leur privatisation. Le deal qui avait été passé à l'époque, 2004, était en gros l'échange droit de propriété contre préservation du statut. Mais je pense qu'à terme, la modification de la nature de la propriété de l'entreprise a un impact inévitablement sur le périmètre et le contenu
du statut et surtout sur sa survie, sa pérennité. Alors, ce qui veut dire aussi que le salariat à statut, ça c'est la difficulté aussi de l'aborder en tant que groupe social, c'est qu'en fait, il rassemble toutes les catégories socio-professionnelles et une diversité de secteurs d'activité. Vous avez aussi bien des administrations que des ouvriers, que des employés, des cadres, le secteur industriel. Donc vous avez aussi toute une série de cultures professionnelles très diverses. Hein. Vous pouvez avoir des ouvriers d'État, des dockers qui vont côtoyer des employés d'entreprises publiques dans les transports par exemple, des fonctionnaires qui eux-mêmes, comme vous le savez, peuvent travailler dans les collectivités territoriales, pour l'État, pour les hôpitaux. Bref, c'est un salariat qui est d'une très grande diversité, ce qui fait aussi la difficulté de l'appréhender et de le définir à partir de conditions communes. Alors, je vais essayer d'avancer. Alors, les statuts qui vont avec, on peut y voir des origines lointaines, hein, d'une certaine manière. Alors, j'exagère un peu, je schématise. Si on voulait vraiment remonter aux racines des statuts, on pourrait presque remonter à l'Ancien Régime, hein, au XVIe, XVIIe siècle, avec, par exemple, pour ce qui est l'Ancien Régime, les charges héréditaires qui offrent un emploi avec des règles bien précises, ou les employés des villes. Hein, dès le XVIe, XVIIe siècle, vous avez des employés des villes dont le statut d'emploi n'est pas un statut héréditaire, mais qui fonctionne à partir d'un système de règles collectives, hein, qui déjà annonce d'une certaine manière des formes d'emploi statutaires. Alors bien évidemment, c'est surtout à partir de la fin du XIXe siècle et plus particulièrement à la Libération qu'on voit s'étendre considérablement ce salariat à statut. Alors fin du XIXe siècle, parce qu'on voit grossir à ce moment-là à la fois le rôle de l'État, hein, qui progressivement s'étend. Donc évidemment, ça induit aussi davantage de fonctionnaires. C'est vrai aussi d'ailleurs dans les communes, hein, où de plus en plus d'employés communaux hein, sont embauchés. Et puis bien sûr la Libération, puisque à la Libération, outre l'extension une fois de plus de l'appareil d'État, vous avez bien sûr toute la salve de nationalisation hein, qui vont produire une extension tout à fait massive de ce salariat à statut, même s'il faut le rappeler, hein, le premier statut général des fonctionnaires, vous le savez sans doute, date du 14 septembre 1941. Hein, le premier statut général des fonctionnaires, c'est sous Vichy, avec cette obligation d'obéissance au maître Pétain, qui sera aboli, bien sûr, ce statut à la Libération et remplacé par celui dont on fête cette année les 80 ans, c'est-à-dire celui de 1946, sous l'égide de celui qui est alors ministre en charge de la fonction publique, qui est Maurice Thorez. Alors, cette extension, d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, et c'est là où on trouve toujours l'importance des mots, parce que tout à l'heure je parlais de bataille culturelle, mais les mots sont essentiels. La notion même de statut, le terme de statut, en gros, jusqu'à la Libération, il était accolé de façon exclusive aux emplois de fonctionnaires. Hein, quand on parlait de statut égal fonctionnaire. Et puis, à partir de l'après-guerre, de l'après-libération, on a le glissement d'une définition stricte des emplois de la fonction publique à celle d'emploi public. Et donc, la notion de statut hein, s'étend au-delà même désormais du périmètre des fonctionnaires pour s'étendre à ceux des salariés qui bénéficient d'un emploi public et qui travaillent dans ces entreprises nationalisées. Alors, qu'est-ce qui explique pourquoi est-ce qu'il y a des salariés à statut? Pour quels besoins, selon quelle logique? Si on remonte aux origines, là encore. Le pourquoi, il est en partie dû aux préoccupations stratégiques de l'État. Il y a une série de préoccupations stratégiques de l'État qui lui font penser qu'il est nécessaire de s'adjoindre un salariat fidèle, en quelque sorte, qui dispose de conditions communes. Ça a pu être à certains moments, par exemple dans les ports, hein, dans les arsenaux, dans le secteur de l'énergie. On pouvait estimer qu'il s'agissait de secteurs à ce moment-là jugés stratégiques et qu'à partir de là, il fallait penser à avoir, pour travailler dans ces secteurs stratégiques, un salariat à statut spécifique. D'où d'ailleurs des restrictions aussi parfois
particulières, notamment en termes de droit de grève. Et il se trouve que très souvent, le périmètre des services publics, de certains emplois de la fonction publique, signifie aussi un droit de grève moins étendu que le commun. Quand on regarde un peu quelles sont aujourd'hui les restrictions apportées au droit de grève, elles sont globalement plus fortes pour toute une série de fonctionnaires ou de salariés à statut que pour le commun du salariat du secteur privé. Donc le premier point, c'est voilà, pourquoi ? Parce que tout simplement l'État a une série de préoccupations stratégiques. D'ailleurs, c'est pas le sujet, mais les premières retraites, à l'époque de l'Ancien Régime, elles sont données aux militaires. Ben oui, parce qu'on a besoin de s'adjoindre, notamment aux marins, parce que personne ne voulait s'embaucher dans la marine, c'était très, très dur. Et donc pour attirer des marins, à l'époque de l'Ancien Régime, on leur promet de bénéficier d'une forme de droit à la retraite. Donc les préoccupations stratégiques de l'État sont pas anodines dans les protections qui peuvent être accordées à un moment donné au monde du travail dont il a absolument besoin. La deuxième raison aussi, c'est que il y a à un moment donné une conception dans la société qui fait qu'on considère nécessaire que l'État intervienne dans l'économie et le social. Voilà, que l'intervention de la puissance publique dans le domaine économique et dans le domaine social est quelque chose de légitime et même de nécessaire dans le cadre d'un capitalisme régulé. Voilà, d'où toute une série de nationalisations de la libération, voire plus tard, au moment du premier septennat de Mitterrand, dans le secteur des banques, des assurances. Alors, bien sûr, il y a aussi des nationalisations punitives comme Renault, par exemple, mais d'une certaine manière, c'est quand même des formes de légitimation de l'intervention de l'État, de l'intervention de la puissance publique dans ces domaines, dans le cadre donc d'un capitalisme fordien. Vous connaissez ce qu'on appelle la théorie de l'échange fordien ou keynésien, où au fond on accorde à l'État à un moment donné une intervention légitime dans ce qui était auparavant considéré comme étant un domaine dans lequel il ne devait pas intervenir, au nom du laisser-faire, laisser-aller, au nom d'un libéralisme économique, notamment avant la Seconde Guerre mondiale. Et donc au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, là en revanche, on entre dans une phase où cette intervention est parfaitement légitimée. Et puis il y a un troisième point qui est, pendant toute une période, et notamment au moment de la libération, l'affirmation et l'extension du principe d'intérêt général. J'y reviendrai tout à l'heure dans l'importance qu'il y a, je le disais en présentant mon propos, l'importance qu'il y a à s'accorder sur ce qu'est l'intérêt général ou ce qu'il doit être. Et donc quand on est dans des phases où il y a une conception de l'intérêt général qui connaît une extension particulière, on voit s'accroître le périmètre à la fois des services publics, de la fonction publique et du salariat à statut. Donc ce périmètre du salariat à statut, il est donc très largement en dépendance avec les conceptions de la société de l'intérêt général. Alors voilà, aujourd'hui on est, vous avez bien compris, enfin je pense que c'est pas nécessaire de s'attarder longuement là-dessus, dans une phase de déconstruction. On est plutôt, alors là pour reprendre là encore des termes de Castel que j'évoquais tout à l'heure, qui parlait de la société salariale, qui parle pour la période, qui parlait, puisqu'il est décédé il y a quelques années, qui parlait pour la période du temps présent, d'un précariat, c'est-à-dire effectivement d'une recherche de restriction du domaine des protections, d'une recherche de restriction de l'emploi public autre que régalien, et de recherche aussi d'une déconstruction des identités collectives. Ça, je pense que c'est un des grands impératifs de ceux qui aujourd'hui gouvernent, que ce soit politiquement ou économiquement, qui consiste à déconstruire les identités collectives. Et aussi, je dirais, les identités politico-idéologiques. Et à sa manière, d'ailleurs, entre parenthèses, Macron y a bien participé avec son fameux ni droite ni gauche, là où est de droite et de gauche. C'est une forme de déconstruction des grands récits politico-idéologiques. Et l'idée étant, à mon sens, de faire en sorte que le monde du travail ait le moins possible de capacité de défense. Parce qu'au fond, alors je ne vais pas
enfin, je ne vais pas développer longuement, ce n'est pas exactement le sujet, mais quand même, ce qui a permis à un moment donné d'entrer dans des phases de progrès social, parce qu'il y a eu un mouvement syndical, parfois politique, favorable au progrès social, qui était suffisamment fort pour imposer une partie de ses points de vue, c'est précisément parce qu'il était en capacité de s'appuyer sur de grandes formes d'identité collective, soit politico-idéologiques, soit des identités professionnelles. Précisément, le salariat à statut, c'est exactement ça. C'est des grandes identités collectives, des grandes identités professionnelles, à partir desquelles le champ syndical sur lesquelles il a pu s'appuyer pour générer du progrès social. Et tout à l'heure, je vais y revenir avec l'exemple des énergéticiens. Ce qui, pour moi, a fortement contribué au succès des revendications syndicales de ces énergéticiens, c'est la capacité qu'a eu son syndicalisme, non seulement à faire valoir l'intérêt général et le nécessaire service public que représente la fourniture d'énergie, mais aussi de générer une condition commune à l'ensemble de la profession. Et en s'appuyant sur cette identité commune, sur cette identité collective, de faire avancer ces revendications, tant en termes de nature de propriété qu'en termes de statut des énergéticiens. Donc ça, je pense que c'est un élément tout à fait essentiel qui démontre qu'au fond, le statut, c'est une construction qui s'élabore au travers d'un rapport de force qui est aujourd'hui mis à l'épreuve parce que, encore une fois, les statuts incarnent ce que le management libéral réprouve au premier chef, c'est-à-dire une relation salariale assortie de protection et de garantie. Donc évidemment, ça c'est tout ce que notre ordre néolibéral déteste et cherche à détruire absolument. Alors je vais revenir sur le processus qui a permis à ces énergéticiens de déboucher sur une profession à statut. Alors, je prends aussi cet exemple parce que finalement c'est un des plus anciens aussi. Alors là, j'ai mis un petit extrait d'un journal qui évoque avec une certaine crainte, c'est un organe de presse populaire du début du XXe siècle. Alors, les choses démarrent de cette manière-là dans le secteur avec la revendication de l'assimilation au personnel municipal. Puisque, je l'ai dit à l'instant, le personnel municipal, c'est celui qui, au fond, si on devait chercher, comme je l'évoquais précédemment, les racines, les origines du salariat statutaire, on peut prendre comme exemple les employés municipaux, même s'ils n'ont pas un statut forcément en tant que tel dans tous les cas, mais ils disposent de toute une série de dispositions collectives qui sont d'ailleurs plutôt, pour l'époque, avantageuses et qui font que une des revendications, et ça va être la première revendication portée par ce syndicalisme, en l'occurrence des électriciens, mais c'était le cas aussi des gaziers, c'était la revendication d'assimilation au personnel municipal. Voilà, la revendication au personnel municipal étant vue à la fois comme la possibilité de disposer de conditions communes et comme également la possibilité de disposer de conditions de travail plutôt plus favorables que la moyenne de l'époque. Alors, ici sont pris pour les gaziers, eux ils ont obtenu dès 1906 les gaziers parisiens, parce que cette histoire commence à Paris. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit au fond une stratégie syndicale qui avance par cercles concentriques. Paris, la région parisienne, la France, c'est assez méthodique cette stratégie. Et donc cette histoire elle commence à Paris. Et ce sont d'ailleurs les gaziers qui, en 1906, vont être les premiers à obtenir cette assimilation personnelle municipale. Alors eux, pas en faisant grève d'ailleurs, mais en menant toute une campagne de propagande, mettant en avant notamment les enjeux de service, en présentant la fourniture d'énergie, gaz, les électriciens font pareil pour l'électricité, comme la fourniture d'énergie comme étant désormais une
ressource absolument indispensable au système économique et indispensable également progressivement de plus en plus au public en général, et donc à faire valoir cette idée que l'énergie, c'est un bien commun, ça doit être un service public. Bon. Et à ce titre, il est normal que les travailleurs du secteur bénéficient de conditions de travail qui les assimilent au personnel municipal qui lui-même rend un service public. Donc il y a toute une propagande qui est menée autour de ce sujet. Les gaziers, qui sont plus, entre guillemets, plus réformistes que les électriciens, font élire à Paris un conseiller municipal qui va porter leurs revendications dans l'enceinte municipale parmi les élus, et au moment où les concessions doivent être discutées, ils obtiennent à Paris cette assimilation en 1906. Pour ce qui concerne les électriciens eux-mêmes, enfin eux aussi vont avoir la même revendication, mais eux, ils vont l'obtenir par la grève. Je vais y revenir. Ils vont l'obtenir clairement par le rapport de force ouvert. Alors ce rapport de force ouvert, c'est, voilà, et qui fait à l'époque grand bruit, c'est tout simplement la coupure de courant. 1907, puisqu'on ne veut pas accorder aux électriciens à ce moment-là, en tout cas il y a des réticences, leur assimilation comme ils le demandent, ces électriciens parisiens, eh bien, ils décident de faire la démonstration par les coupures de courant, à la fois moyen de pression, mais aussi démonstration que désormais, notamment dans les espaces urbains, vivre sans l'électricité, ça n'est plus possible. Et la coupure de courant va s'avérer d'ailleurs une arme très très efficace parce que, j'ai étudié cette histoire des grèves du secteur, très très vite, même le lendemain, quasiment le jour même d'ailleurs, les autorités, les élus se précipitent vers les responsables syndicaux pour discuter avec eux, pour faire en sorte que tout ça s'arrête au plus vite et que, notamment Paris en l'occurrence, ne soit plus menacé de ces coupures de courant. Et pendant quelques années, ça va se révéler très efficace, alors qu'en même temps, c'est là où on voit l'efficacité aussi de ceux qui luttent à l'intérieur d'un rapport de force. C'est que les pouvoirs publics eux-mêmes vont très très vite, à partir de 1910, concevoir des moyens de riposte, des plans d'action, au cas où les électriciens, de nouveau, s'amuseraient en quelque sorte à couper le courant, et notamment en les remplaçant par des militaires, voilà, en mettant en œuvre d'ailleurs des moyens très efficaces, puisque après 1910, cette technique elle sera réemployée et elle va s'avérer parfois moins efficace, précisément parce que les plans préparés, eux, en revanche, se sont avérés plutôt efficaces. Donc ces coupures de courant, en fait, c'est une pratique qui a été inaugurée dès 1905 et qui va permettre donc à ces électriciens d'obtenir eux aussi à Paris leur assimilation. Alors, voilà, celui qui est à l'origine, alors j'en parle parce que je l'aime bien, celui qui est à l'origine de tout ça, chez les électriciens, c'est un syndicaliste appelé Émile Patot. Alors, je ne sais pas si son nom vous dit quelque chose. C'est Émile Patot, alors qui à l'époque avait droit d'ailleurs, il était surnommé dans la grande presse le roi Patot, il avait fini par le surnommer comme ça, et il a eu le droit à son portrait dans un organe de presse qui s'appelait Les Hommes du Jour, où tous les gens importants du moment étaient croqués, alors de manière souvent caustique quand il s'agissait de syndicalistes, mais il a eu droit à son portrait dans Les Hommes du Jour, ce qui est illustratif de l'importance sociale qu'il avait pu acquérir à une époque. Et il est le co-auteur, alors ça aussi j'aime bien le citer, il est le co-auteur d'un ouvrage qui s'intitule « Comment nous ferons la révolution », avec celui qui était à l'époque le numéro 2 de la CGT, Émile Pouget, où ils décrivent, et ça c'est une des particularités de notre syndicalisme, vous trouverez dans pratiquement aucun syndicalisme à l'échelle du monde un ouvrage aussi conséquent qui sur 250 ou 300 pages décrit comment va se produire la révolution sous l'égide du syndicalisme dit alors révolutionnaire, et comment ce syndicalisme révolutionnaire va ensuite, en quelque sorte, gérer la société à la place
des capitalistes qui seront obligés, puisque les ouvriers auront décidé de ne plus travailler, seront obligés de leur rendre les clés. Alors, ce qui est amusant d'ailleurs dans le livre de Pateau et Pouget, c'est que cette grève générale qu'ils appellent de leur vœu, elle est très représentative des manières de voir de l'époque, des projections de l'époque. Ça commence par les ouvriers du bâtiment, parce que les ouvriers du bâtiment, ce sont ceux qui, à ce moment-là, font le plus grève. Alors d'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai moi-même fait mon mémoire de maîtrise il y a très longtemps sur les ouvriers du bâtiment parisien, donc à Paris, dans une période qui allait de 1898 à 1913, et rien que pendant cette période-là, ils ont fait près de 700 grèves. Donc voilà, c'était les champions de la grève. Et juste après les terrassiers, qu'est-ce qui se passe? Les électriciens coupent le courant, les gaziers coupent les arrivées de gaz, il n'y a plus de moyens de produire, etc. Donc, et ils décrivent la révolution comme étant ce processus, et donc in fine, les patrons n'ont plus d'autre moyen que de dire aux ouvriers, débrouillez-vous avec vos syndicats, voilà, on vous rend ces clés au travers de ce qu'on appelle le grand soir. Donc un syndicaliste résolu, un syndicaliste révolutionnaire, qui par ses méthodes, ses moyens d'action, parvient. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il négocie beaucoup, c'est assez amusant d'ailleurs. Il a des modalités d'action qui sont tout à fait, qu'on appellerait aujourd'hui radicales, que j'appellerais efficaces. Donc il a des méthodes d'action, des pratiques syndicales très efficaces qui font que il est très vite convoqué par le préfet, par le conseil municipal parisien, qui négocie avec lui. Et lui, sans problème, va négocier avec eux, et dès lors qu'il obtient ce qu'il a demandé, il n'y a pas de problème, le courant est rétabli. Donc ça va permettre, cette méthode, de faire des électriciens des bénéficiaires de ce statut, à leur tour, après les gaziers parisiens. Et ce qui fait que dans le secteur industriel privé, parce que ce sont des entreprises concessionnaires souvent, évidemment, mais qui sont de propriété privée, donc parmi ce salariat privé, ils vont, eux, obtenir ce qui peut être considéré au fond comme un statut originel, en quelque sorte, à Paris. Et donc, comme je l'évoquais à l'instant, tout ça s'étend par la méthode choisie, de Paris à la banlieue. Et une fois obtenue l'assimilation à Paris, on va passer à la banlieue parisienne. Et en banlieue parisienne, alors là, en l'occurrence, l'assimilation va être obtenue en 1919. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, 1919, ça n'est pas une conjoncture anodine, vous le savez sans doute. L'après-guerre est marquée par de très grands mouvements sociaux, partout en Europe, d'ailleurs, pas seulement en France. 1919-1920, il y a une agitation, y compris parfois révolutionnaire. Bien sûr, il y a eu la révolution en Russie. En Allemagne, après l'armistice, vous avez là aussi un épisode révolutionnaire. Vous en avez en Hongrie. Enfin bref, on est dans une Europe très agitée. Chez nous, ça va se matérialiser par des grèves, une vague de grèves en 1919-1920 et des manifestations monstres qui font que le capital est obligé de faire des concessions. Voilà. Et on est dans le rapport de force. Ces concessions, s'agissant des électriciens spécifiquement, va consister, par exemple, à accorder donc des formes statutaires aux électriciens banlieusards. Et puis, puisqu'on parle de statut, c'est la même année, en 1919, qu'une loi impose aux municipalités de plus de 5000 habitants de prévoir un statut pour leur personnel. Il y avait déjà des municipalités qui disposaient d'un statut, il y avait déjà des employés de certaines municipalités qui disposaient d'un statut, mais il faut attendre, c'est la loi du 23 octobre 1919, pour que cette loi impose donc un statut du personnel dans les communes de plus de 5000 habitants. Donc vous voyez, ça avance, mais ça avance parce qu'il y a à un moment donné des circonstances qui font que ce sont des progrès qui deviennent des concessions, des progrès via des concessions qui deviennent indispensables à la pérennité du système dominant. Pour revenir aux énergéticiens, Paris, banlieue, puis ensuite l'ensemble du pays. Alors déjà en 1921,
21-22, au moment où vous savez qu'il y a une scission syndicale, la CGT se divise après 1921 entre la CGT de Lyon-Jouot et la CGTU, plus proche culturellement du Parti communiste. Cette CGTU, elle va revendiquer un statut unique de la région parisienne, qui sera obtenu au moment du Front populaire, comme par hasard. Ce statut unique, donc progrès indéniable, il faut attendre le Front populaire pour qu'il devienne réalité. Et la CGT de Jouot, elle, revendique une loi générale obligeant chaque société à avoir un statut du personnel. Ça va être donc la loi du 28 juillet 1928, qui donc impose aux entreprises privées, concessionnaires, de prévoir un statut pour leur personnel. Alors, ce qui fait d'ailleurs que ça va être très disparate, puisque les énergéticiens sont dans la salle, tout ça, à la Libération, il y a plus de 800 statuts différents qui cohabitent. Voilà. Donc, cette loi de 1928, on peut considérer que c'est un progrès parce qu'elle oblige à avoir un statut, mais c'est un statut qui, pour le coup, produit des conditions très émiettées, très disparates. Moi, je l'avais étudié au travers des congés payés, par exemple, parce qu'avoir d'ailleurs ces statuts permettent, 30 ans avant le Front, enfin, dès 1906-1907, les énergéticiens parisiens ont ce que le Front populaire va apporter 30 ans plus tard. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, au fond, les énergéticiens, au moment du Front populaire, font des grèves, mais finalement pas tant que ça. Parce qu'en réalité, les 15 jours de congés payés, il y en a plein qui les ont déjà. Parfois depuis très longtemps. Donc, il y a toute une série de ce qui va être des progrès sociaux du Front populaire qui, au travers des revendications de statut, sont obtenus bien plus précocement. Et c'est là où on voit donc aussi la noblesse du statut, qui permet quand même d'avoir en général des conditions sociales de meilleure qualité que la moyenne. Alors, va venir aussi, vous voyez, à chaque fois, on trouve quand même des moments justement de rapport de force. Le Front populaire, ça va être une nouvelle étape parce que, alors ça c'est une photo de grève. Où est-ce que justement ils font grève, les énergéticiens? En 1936, la plupart du temps, ça a été montré par un article qui a été publié il y a 4-5 ans, très intéressant sur les grèves dans ce secteur, qui avait été très peu étudié justement parce qu'il y en avait moins que dans d'autres. Là où souvent des mobilisations ont lieu, c'est précisément dans les entreprises qui soit n'avaient pas encore, s'étaient pas encore mises vraiment en conformité avec la loi de 1928, soit avaient des statuts qui étaient moins bons. Voilà. Donc ceux qui sont les plus motivés au fond à participer à ces grèves du Front populaire chez les gaziers et les électriciens, ce sont ceux qui étaient à ce moment-là encore en dehors du statut ou en tous les cas qui bénéficiaient d'un statut qui était moins bon que celui de certains de leurs collègues. Alors là, j'ai mis une photographie du congrès de Lyon de 1937 de la fédération CGT du secteur. Pourquoi? Pour deux raisons. Parce que ce congrès de Lyon en 1937, c'est ce congrès qui établit la revendication d'un statut national et voit ressurgir la question de la nationalisation, qui était une question qui déjà apparaissait au début du XXe siècle, mais qui avait été un peu mise entre parenthèses, on va dire, par le mouvement syndical pendant un certain temps. Elle ressurgit de manière massive au moment du Front populaire, et elle ressurgit notamment donc, lors des discussions de ce congrès de 1937. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que précisément le lien est fait entre le fait d'avoir un statut unique, national, et la nature de propriété de l'entreprise, des entreprises. Parce que, évidemment, avoir un statut unique national, ça signifie aussi, et donc ne plus avoir 800 statuts, ça signifie aussi forcément une forme de propriété homogène. Il est difficilement imaginable d'avoir un statut des énergéticiens avec un secteur qui resterait sous la coupe du secteur privé. Voilà, donc le lien là, il est clairement établi, et j'y insiste parce que ça me semble être un impératif de réfléchir à la fois dans la perspective d'un maintien ou d'extension
à d'autres secteurs d'un salariat statutaire, de faire le lien entre la nature de la propriété, la manière de gouverner aussi cette propriété et l'existence même du statut. Alors tout ça nous mène à 1946 avec Marcel Paul, qu'on voit ici, hein, vous le reconnaissez sans doute au premier plan, avec donc sur la photo, à sa droite sur la photo, Charles Tillon et en arrière-plan à droite, Ambroise Croizat, à la sortie du Conseil des ministres. Alors ça, c'est une particularité. Le secteur des gaziers et des électriciens, c'est le seul en France qui a été nationalisé par un ministre qui était le secrétaire général de sa fédération. C'est un cas unique. Bon, et évidemment, on voit bien alors, j'en parle parce que j'y reviendrai plus généralement. Il me semble que la conjonction d'une pression sociale et d'une pression politique, il n'y a rien de plus efficace dans notre pays pour le progrès social. Et alors, j'allais dire, d'une certaine manière, Marcel Paul incarne cette synthèse. Il est secrétaire général de sa fédération et il est en même temps un des personnages importants du Parti communiste et donc un de ses ministres. Donc tout ça donne bien sûr lieu à la loi de nationalisation et dans la foulée au décret qui octroie le statut du personnel le 22 juin 1946. Alors, si on fait un peu la synthèse de tout ça, les ingrédients du rapport de force, qu'est-ce qui fait la réussite? Et je pense qu'on peut, au travers de ce cas d'école, cet exemple type, en formuler des principes plus généraux. La première chose, c'est un corpus revendicatif solide, ce qui était le cas dans le secteur. J'allais dire, on sait ce qu'on veut, et non seulement on sait ce qu'on veut, mais par ailleurs, on a les méthodes, la stratégie efficace pour l'obtenir. Voilà, donc être au clair sur son corpus revendicatif, être au point sur sa stratégie revendicative et disposer ou construire cette interaction entre le champ politique et le champ social. Voilà, si on fait le résumé de la manière dont ces énergéticiens sont parvenus à leur fin, à la libération, c'est ça, ce sont ces ingrédients-là. Et vous pouvez d'ailleurs, à propos de l'interaction entre champ politique et champ social, vous pouvez prendre toutes les grandes dates de notre histoire. Si on vous prenait les moments où il y a eu les plus grands progrès sociaux, 1906, 1936, Libération, 68. Je m'arrêterai là parce que depuis, il y en a beaucoup. Bon. 1906, c'est, en dépit de ses limites, c'est la première fois que la CGT organise une grève généralisée sur l'ensemble du territoire. Avec ce mot d'ordre, nous ne travaillerons plus que 8 heures le 1er mai 1906. Alors certes, ça n'a pas eu l'ampleur qu'espéraient ses initiateurs, mais il n'empêche que c'est quelque chose qui produit quand même une crainte de la part à la fois des autorités et plus largement de l'ordre dominant. Et comme je le disais, c'est aussi la première fois que la CGT démontre qu'elle est capable de déclencher un mouvement de grève à l'échelle nationale. Et 1906, d'ailleurs, c'est le lendemain aussi de l'unification des écoles socialistes. Et donc, c'est la montée progressive également dans les institutions d'une gauche qu'on pourrait qualifier de révolutionnaire, tout du moins si on la mesure à l'aune de ce qu'une partie d'entre elles est devenue aujourd'hui. Mais en tous les cas, il y a clairement une conjonction de la pression politique et de la pression sociale. 1919, j'aurais pu citer ça aussi, on vient d'en parler, je n'ai pas besoin de dire plus. 1936, 2 millions de grévistes, et le Front populaire qui est en passe d'arriver au pouvoir. 1968, 8 millions de grévistes, un parti communiste à 22%. Et comme le démontre Piketty, les fameuses 30 glorieuses, elles sont plus glorieuses après 68 qu'avant 68, parce qu'il le démontre très bien,
le moment où le partage des richesses entre le capital et le travail a été le moins déséquilibré, c'est entre 68 et 83. Et 83, c'est une date évidemment qui doit vous dire quelque chose, puisque c'est la mise en place du fameux tournant, ce qu'on appelle le tournant de la rigueur. Bon. Et là, effectivement, on voit s'inverser de nouveau la courbe au profit du capital plutôt que du travail. Mais si pendant 15 ans, 68-83, vous avez eu des formes de rééquilibrage dans le partage des richesses, c'est parce qu'il y a eu cette grande peur-là. Et la libération, c'est vrai aussi, parce que à la libération, vous avez une droite conservatrice qui est délégitimée par souvent ses accointances avec le régime de Vichy. Hein, vous avez une poussée des forces politiques de progrès, à commencer par le Parti communiste. Vous avez le CGT qui n'a jamais eu autant d'adhérents. Et puis, d'une certaine manière, la résistance peut aussi être lue comme une forme de mouvement social. Parce que la résistance, elle émane quand même s'il n'y a pas que cela, elle émane quand même en grande partie des structures qui étaient avant-guerre, des structures qui portaient le progrès social. Et donc, en ce sens, la résistance est un mouvement social. Bon, donc voilà, on voit que quand il y a cette conjonction qui se révèle efficace, bah c'est un ingrédient qui lui-même est d'une grande efficacité pour le progrès social. Et puis, je pense aussi, mais ça va avec, hein, tout ça c'est pas forcément des strates, hein, ça s'articule, ça ne se superpose pas, mais ça s'entremêle. Il y a aussi, je pense, cette capacité à imposer, à un moment donné, pour le mouvement social, dans un rapport de force, à imposer sa définition de ce qu'est l'intérêt général et de ce que sont les biens communs. Alors, je vais revenir là-dessus parce que ça me semble, voilà, pas forcément marginal, loin s'en fout. Donc, je reviens un peu sur ces questions. Finalement, qu'est-ce que les services publics? Quel est le périmètre des services publics, historiquement parlant? Et quelle est la conception de l'intérêt général? Et on va le voir, ce sont des notions qui sont largement indexées sur le contexte, et notamment donc sur le rapport de force politique et social. Alors l'idée de service public, hein, si on regarde la généalogie et sans s'attarder trop longuement, et en partant, disons, de la fin du 19e siècle, hein, puisque c'est vraiment à ce moment-là qu'on voit émerger cette notion, au départ, la conception de ce que doivent être les services publics, c'est une conception très étroite, qui est limitée aux fonctions, voilà, pour l'essentiel, qui est limitée aux fonctions régaliennes jugées fondamentales de l'appareil d'État, c'est-à-dire, en gros, la justice, la défense, la police, la diplomatie, et puis, à partir de la fin du 19e siècle, de façon un peu plus embryonnaire, l'éducation, avec les lois Ferry, puis la santé, l'action sociale, bon, mais on est quand même dans un périmètre globalement restrictif. Et puis progressivement, on voit que, à mesure que la légitimité de l'intervention de l'État s'affirme, on voit également le périmètre de la conception des services publics s'élargir, et souvent dans les contextes de crise. Ce sont souvent les contextes de crise qui font que le rapport de force sociale légitime davantage l'intervention, disons, plus neutre que celle du capital des pouvoirs publics, et font avancer, y compris le périmètre de définition des services publics. C'est le cas, par exemple, au lendemain de la Première Guerre mondiale. C'est le cas également dans les années 30, hein, qui sont, comme on le sait, des années de crise économique intense. C'est le cas aussi au moment de la libération. Voilà. Et donc, à ce moment-là, émerge, pendant ces moments assez particuliers, s'affirment en quelque sorte des doutes sur, enfin même plus que des doutes, souvent, des critiques parfois même fortes, sur la capacité du secteur concurrentiel d'assurer efficacement toute une série de services, hein, qui, à un moment donné, sont donc jugés dans ces contextes particuliers de crise comme étant des services à rendre de manière impérative à l'ensemble de la société, hein, et qu'on ne peut donc pas laisser entre les mains du capital, entre les mains du profit, en quelque sorte. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, et quelles que soient les périodes que l'on regarde, la manière de concevoir les services publics résulte en substance, à mon sens, de deux critères croisés, qui sont d'une part la définition de l'intérêt général, qu'entend-on par intérêt général, et d'autre part
l'évolution des aspirations sociales, qui modifient les attentes des citoyens, qui font qu'ils n'ont plus les mêmes demandes. Demandes qui vont parfois donc être en faveur de cette extension de ces services publics. Donc, ces deux éléments croisés font évoluer le périmètre de ce qu'on considère comme devant être des services publics. Alors, la manière d'appréhender l'intérêt général. Le socle de la notion de service public, dès son émergence, son socle, c'est l'idée de mission d'intérêt général. Qu'est-ce que c'est qu'un service public? Ça a toujours été défini comme tel. C'est quelque chose qui doit répondre à une mission d'intérêt général. Évidemment, ça ne tranche pas la question de savoir ce qu'est l'intérêt général. Voilà, donc il faut ensuite mettre du contenu dans cette idée de mission d'intérêt général. Or, précisément, cette notion de mission d'intérêt général, elle aussi, elle évolue considérablement au fil du temps, et donc elle modifie la définition du périmètre des services publics. Et ce qui fait son évolution à cette idée de mission d'intérêt général, ce sont les rapports de force sociaux et les choix politiques. Voilà, c'est pourquoi. Alors, les rapports de force sociaux, ils sont essentiels, notamment, et pour moi, ils sont même premiers pour peser sur le champ politique. On est dans un pays, plus que dans d'autres, me semble-t-il, où ceux qui sont élus considèrent qu'à partir du moment où ils sont élus, ils sont dépositaires de l'intérêt général. Voilà. Et que ça ne se discute même pas. Alors là encore, mais ça c'est vrai à travers les âges. Alors, on le vit en ce moment, où Macron et son gouvernement s'estiment comme les seules incarnations légitimes de l'intérêt général. Et à ce titre, d'ailleurs, vous l'avez remarqué, rejette toute forme d'intervention des organisations syndicales dans la définition des politiques publiques. Ils ne veulent pas en entendre parler, parce qu'ils considèrent que c'est eux l'intérêt général. Alors d'ailleurs, c'est une notion tout à fait dévoyée de ce qu'est la légitimité politique, sans faire un cours de philosophie politique. Enfin, la philosophie politique nous dit qu'il y a, et jusqu'à Pierre Rosanvallon, un nom qui vous dit peut-être quelque chose, qu'il existe une légitimité légale qui est celle des élus pour la durée d'un mandat, mais qu'il existe aussi, et surtout, une légitimité morale, comme l'appelle Rosanvallon, qui est celle de chacun d'entre nous, c'est-à-dire qui est celle de chaque citoyen, qui est celle du corps social. Et c'est cette légitimité-là qui, en réalité, est une légitimité supérieure à celle de la légitimité légale. Donc c'est d'elle que doit émerger la conception de ce qu'est une mission d'intérêt général, et par les pressions que ce corps social parvient à construire, qu'il impose à la légitimité légale, celle des élus, toute une série de dispositions qui vont soit étendre les services publics, soit étendre le salariat à statut. D'ailleurs, c'est en vertu, entre parenthèses, de cette légitimité morale qui est celle du corps social et jugée supérieure à celle de la légitimité légale qui n'est que temporaire, qu'on a vu surgir dans des grands textes de la fin du XVIIIe siècle, le droit à l'insurrection. Le droit à l'insurrection, il vient d'où? Vous l'avez dans les premiers textes de la démocratie américaine. À la fin du XVIIIe siècle, ce droit à l'insurrection, il vient justement du fait que le corps social est au fond plus légitime que les élus. Il est plus légitime que les élus, puisque c'est de toute façon lui qui confère à un moment donné une légitimité légale. Donc si à un moment donné il considère que cette légitimité légale doit être retirée, il a le droit de le faire. Et si ceux qui en sont dépositaires se refusent à la rendre, il a le droit de s'insurger. Voilà. Bon, le droit à l'insurrection, il a lui aussi d'ailleurs une histoire. La légitimité nous appartient à nous, elle n'appartient pas d'abord aux élus. Alors, ce qui est intéressant de noter d'ailleurs, et les termes ne sont pas anodins, à cette notion d'origine, de mission d'intérêt général, a été ajoutée plus récemment la notion de mission d'intérêt général suffisant. Voilà. Et oui, et comme on est dans des pays de droit, c'est pas anodin d'ajouter à mission d'intérêt général, d'ajouter le vocable de suffisant.
Parce que ça offre, à mon sens, dans la perspective néolibérale, la possibilité, au fond, de réduire le périmètre des services publics. Voilà. Et de sortir même un certain nombre de secteurs, et donc de salariés, de les sortir du périmètre des services publics parce que l'intérêt général ne sera plus suffisant. Vous voyez? Donc les termes juridiques sont des termes qui sont, à mon sens, importants de mesurer. Alors bien sûr, tout ça, je vais y revenir sur fond de construction européenne, qui a largement contribué chez nous aux attaques sur les services publics, le périmètre du rôle de l'État, et bien sûr sur les statuts qui vont avec. Alors, voilà. Il me semble que, par conséquent, si on est dans la perspective de résister à cette déconstruction néolibérale, il est nécessaire de s'entendre sur la définition que l'on veut de l'intérêt général. Qu'est-ce que nous, on va définir comme intérêt général? C'est un travail à produire, un travail conceptuel à produire. Alors, il me semble que ce travail-là, cette approche, elle peut s'appuyer sur la recherche de ce qui détermine ce qu'on appelle les biens communs. C'est ça qui me semble pouvoir nous aider à redéfinir ou à rappeler ce que doit être le périmètre de l'intérêt général. Alors, c'est d'ailleurs le périmètre légitime des services publics, hein, ou même le nécessaire retrait des mains du privé d'un certain nombre d'activités qui seront jugées comme faisant partie du bien commun et comme devant être reprises, hein, ces secteurs-là, repris au capital pour imaginer et pour proposer d'autres formes de propriété. Alors, qu'est-ce qu'on peut définir comme étant des biens communs? Qu'est-ce que c'est que des biens communs? Parce que ça, c'est pareil, c'est aussi un vocable qui est communément utilisé. Mais qu'est-ce qu'on met dedans? Il y a des tas de mots comme ça qu'on utilise. Intérêt général, bien commun. Comment? Alors, moi, il me semble qu'on peut lister toute une série de critères. On peut lister toute une série de critères à partir desquels, ensuite, on peut définir une série de secteurs d'activité qui doivent être soit conservés, ou alors qui doivent être étendus au périmètre des services publics et, pour ceux qui y travaillent, bénéficier d'un statut. Alors, la première chose, le premier critère, c'est tout simplement, là c'est vraiment simpliste, hein, ce qui est profitable au plus grand nombre. Voilà. Et qui assure l'épanouissement des êtres humains qui forment société. Je pense par exemple à l'éducation. Bon. Voilà. Je dis ça parce que je peux constater moi-même, depuis un certain nombre d'années, que le secteur de l'éducation, et notamment de l'enseignement supérieur, est livré de plus en plus massivement au secteur privé. Or, on est là quand même dans quelque chose qui entre dans cette perspective. La deuxième chose, c'est ce qui permet de satisfaire les besoins essentiels. Se chauffer, s'éclairer, enfin, boire, enfin bref, il y a toute une série de domaines. Hein. Et d'ailleurs, je lisais en venant un article de journal qui résumait un ouvrage qui vient de sortir sur la question de l'eau et qui précisément dit, cet ouvrage, que l'eau doit absolument faire partie des biens communs et ne doit certainement pas être confiée à des sociétés privées. Donc on voit bien qu'il y a ces interrogations-là aussi qui traversent une partie du débat public et de la société, qui à mon avis ne risque pas de s'éteindre à mesure précisément que ces ressources-là tendent à se raréfier ou à devoir être partagées de manière de plus en plus compliquée. La troisième chose, et ça encore c'est des choses qui s'entremêlent, les biens communs, ça peut être aussi ce dont l'appropriation par les uns, c'est-à-dire à des fins privées, à des fins de profit spéculatifs, ce dont l'appropriation par les uns est susceptible de priver les autres. Il y a des choses, moi, que si le privé s'en occupe, moi, ça ne me gênera pas, parce que j'en ai pas besoin.
Bon, en revanche, ça va me gêner si ça me prive d'un usage normal de toute une série de choses, comme par exemple la santé. Si on privatise comme on le fait le secteur de la santé, moi ça va me priver des soins, parfois, parce que ça va être trop cher, ça va être moins bien remboursé, etc. etc. Bon, je pourrais prendre ou reprendre même les mêmes exemples que ceux que je citais. L'eau, par exemple, ça fait partie aussi. Hein, si ces critères étant cumulatifs, ça fait partie aussi de ce dont je ne peux pas être privé. L'énergie en fait partie, les transports en font partie. Si je suis privé de TGV, par exemple, ben, je suis obligé de rester chez moi, je ne pourrais pas être là ce soir. Vous voyez ? Bon, ben, et si ces secteurs-là sont livrés, à la concurrence, il y a un moment où il est possible que j'ai plus de difficultés à me déplacer comme je le veux. Donc ça va me priver de quelque chose. Et j'en ai aucune envie. On pourrait y ajouter, compte tenu du contexte d'aujourd'hui, ce qui participe à la protection et à la pérennité de l'environnement. Bon, voilà. On pourrait y ajouter aussi tout ce qui nécessite une méthode démocratique de gestion. Je parlais de la santé, par exemple. Comme d'autres secteurs de première nécessité. Ça nécessite une manière de gérer démocratique, c'est-à-dire qui implique l'ensemble de la société et qui n'implique pas seulement des décisions prises par des conseils d'administration privés. Bon, bref, il y a toute une série d'éléments comme ça qui peuvent nous permettre de formuler, au fond, une définition qui, à partir de laquelle, proposer une contre-rationalité, de proposer une définition de l'intérêt général qui soit la nôtre et qui ne soit pas en permanence en réaction. Parce que c'est un peu ça. Les années dans lesquelles nous sommes consistent au fond, socialement parlant, à réagir, à se défendre pour empêcher la restriction d'un périmètre. Bon, mais la meilleure défense étant, comme dirait l'autre, l'attaque, redéfinir le périmètre et l'étendre et porter les revendications qui vont avec dans le débat public, ça me semble être une démarche à mener. Et d'ailleurs, plus largement, la démarche de contre-rationalité, elle est essentielle. Le libéralisme, le néolibéralisme, il est d'une très grande rationalité. Le projet néolibéral, il est rationnel. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est incontestable, il est rationnel. Bon, mais pour faire en sorte qu'il ne se présente pas comme le there is no alternative de Thatcher, parce que c'est ça un peu l'idée du néolibéralisme, c'est de faire en sorte que ces solutions apparaissent comme l'évidence, comme la seule chose possible. Hein, on ne peut pas faire autrement. Voilà. Bon, mais juste pour déconstruire, c'est assez efficace, hein, mais pour déconstruire cela, il faut en permanence faire valoir une contre-rationalité à cette rationalité libérale. Et cette contre-rationalité, s'agissant des services publics, du statut, ça peut passer, ça doit passer, je pense, par ces questions-là, ces réflexions-là, cette stratégie-là. Alors, évidemment, bien sûr, le contexte, il n'est pas indépendant de ce que nous vivons. On est clairement dans un contexte de longue durée qui voit se rétrécir le périmètre des services publics et le périmètre aussi du salariat à statut qui va avec. Et la construction européenne n'y est pas pour rien. Je pense qu'elle a un impact, qu'elle a eu et qu'elle a encore un impact majeur sur ce que l'on entend chez nous comme devant faire partie de l'intérêt général, comme devant faire partie des biens communs, donc des services publics et de ceux qui doivent donc participer et bénéficier de dispositifs statutaires. Bon, il faut quand même, comme on est en période d'élection européenne, il faut quand même, si nécessaire, et je pense que vous le savez, enfin, j'imagine, dès l'origine, dès 1951, les traités européens sont assis sur la notion de concurrence libre et non faussée. Alors ça n'est pas une vue de l'esprit. En 1951, le traité qui fonde la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, évoque, je cite, le jeu normal de la concurrence. En 1957, le traité de Rome
ne parle pas de service public, volontairement. Le traité de Rome de 1957 ne contient pas la notion de service public. Il préfère à cette dénomination la suivante, services d'intérêt économique général, qui sont caractérisés, je cite, comme des services de base fournis à titre onéreux et se trouvant soumis aux règles européennes régissant le marché intérieur et la concurrence. Donc on exclut dans le traité de Rome de 1957 la notion même de service public. Et qu'est-ce qui participe de ce qui est qualifié dans ce traité de Rome de services de base fournis à titre onéreux, c'est l'énergie, c'est les transports, c'est les services postaux. Voilà, toute une série de secteurs d'activité qui sont donc jugés comme n'étant pas forcément des services publics. Bon, et donc si originellement vous refusez à définir un certain nombre de secteurs comme cela comme étant des services publics, vous ouvrez la porte, ou en tout cas vous laissez la possibilité d'en faire autre chose. Et d'en faire, si nécessaire, si c'est décidé politiquement, des secteurs livrés à la concurrence et au privé. Voilà. Et donc, si vous voulez, tout ça, en fait, c'est en opposition avec le droit français des services publics. En réalité, les traités qui constituent la construction européenne, ils sont en porte-à-faux avec notre droit national. Donc, vous comprenez l'enjeu. Qui va s'aligner sur qui? Est-ce que c'est le droit national qui va s'aligner sur les conceptions européennes ou est-ce que c'est l'inverse? Alors, évidemment, poser la question, en l'occurrence, c'est plutôt y répondre. Alors d'ailleurs, dans les années 80, la Commission européenne elle a ajouté une autre notion, service universel. Alors qu'est-ce que c'est que le service universel? C'est défini comme un service de base offert à tous à des conditions tarifaires abordables et avec un niveau de qualité standard. Alors ce qui a pu faire croire à certains à un moment donné que ça correspondait à peu près à la définition qu'on entend chez nous de ce qu'est un service public, sauf qu'en l'occurrence, ça n'est pas du tout accolé à cela. Si vous lisez la définition, vous pouvez très bien imaginer que le secteur privé puisse rendre un service de base à des conditions tarifaires abordables avec un niveau de qualité standard. Vous pouvez très bien imaginer ça. Donc cette définition-là n'implique pas du tout, puisqu'on ne parle toujours pas de service public, elle n'implique pas du tout cette notion et cette conception-là. Donc cette conception de service public qui est la nôtre, elle est en fait étrangère à la construction européenne. Donc ce qui me fait dire qu'il est difficile, alors ça parlera peut-être aux énergéticiens, qu'il est difficile d'imaginer, comme on a pu l'imaginer il y a presque maintenant 3 décennies, une transposition de gauche d'une directive européenne. Ça c'était il y a 25 ans plutôt. Comment imaginer une transposition de gauche d'une directive européenne dès lors que la notion même de service public n'existe pas dans la conception de la construction européenne, mais que les notions qui sont apportées peuvent paraître relativement proches, mais ne le sont pas tant que ça. Et elles le sont d'autant moins que si vous indexez cela sur la poussée néolibérale qui se produit dans le monde occidental à partir des années 80, il est bien évident que ce n'est pas vers la notion de service public à la française que vont être tirées les manières de construire l'Europe et les manières de concevoir ce qu'est l'intérêt général et ce que sont les services publics. Et c'est même le but, parce que là encore, parler des services publics déconstruits, parce que le néolibéralisme n'en veut pas, pour les raisons que j'évoquais aussi tout à l'heure. Qui dit service public chez nous en particulier, dit salarié avec un statut. Bon, et ça, il n'en veut pas. L'idée même de statut lui est insupportable. Bon. Mais précisément, le néolibéralisme, qu'est-ce que c'est? C'est une manière de concevoir l'État, non pas en l'affaiblissant, mais en s'en servant autrement. C'est bien démontré par des livres d'auteurs que vous connaissez peut-être, et si ce n'est pas le cas, je vous engage à les lire, qui s'appellent Dardot et Laval, des économistes, mais très sociaux, qui travaillent d'ailleurs beaucoup avec les syndicats, et qui montrent bien dans leurs livres sur
sur l'émergence et la fabrique du néolibéralisme, notamment à partir des années 30, qui montre qu'en fait le projet néolibéral consiste à s'emparer du pouvoir d'État pour, d'une part, bénéficier des instruments coercitifs à sa disposition, qui peuvent être utiles, on a tendance à le voir de plus en plus, si le corps social se montre peu disposé à subir les réformes imposées. Donc, à s'emparer des moyens coercitifs de l'État, et d'autre part, à extraire l'économie de la délibération démocratique, de la délibération publique. Faire de l'économie capitaliste un objet qui n'est pas contrôlé par le débat démocratique. Et de faire voter des lois pour ça, d'établir des règles pour ça. C'est-à-dire s'emparer de l'État pour que l'État établisse des règles qui libèrent, si je puis dire, qui libèrent le capitalisme des contraintes que pourrait lui imposer le débat public et démocratique. C'est ça le néolibéralisme. Et c'est par ce biais-là qu'en effet, par d'autres, évidemment, d'autres ingrédients qui ont pu s'ajouter à cela, qu'il a réussi, au fond, à mener son opération de déconstruction, alors comme le dit Bourdieu, son programme de destruction des structures collectives capables de faire obstacle à la logique du marché pur. C'est comme ça que Bourdieu définit le néolibéralisme. Je pense que c'est une bonne définition. C'est bien un programme de destruction des structures collectives capables de faire obstacle à la logique du marché pur. Et qu'est-ce qui fait obstacle? C'est tout ce qui ressemble à des services publics, et évidemment, tout ce qui ressemble aussi à des statuts. Bien évidemment, l'un et l'autre vont de soi. Alors, pour être honnête, il me semble que ce processus de déconstruction des services publics, du salariat à statut, du rôle de l'État en tant que dépositaire d'une forme d'intérêt général, mais au nom du bien commun, elle s'est faite aussi pendant une période qui est celle qui démarre dans les années 80, de ce que j'appelle les recentrages du syndicalisme. C'est-à-dire, au fond, un champ syndical, alors ce que j'appelle les recentrages du syndicalisme, ça prend plusieurs aspects, c'est notamment une inclusion de plus en plus marquée dans les processus dits de dialogue social, qui eux-mêmes sont une construction politique et idéologique destinée à contourner le syndicalisme de lutte. Donc une inclusion plus grande dans les processus institutionnels, une dépolitisation du champ syndical, dépolitisation dans les deux sens du terme, c'est-à-dire disjonction avec des organisations politiques, et d'autre part, difficulté à élaborer un projet global de rupture avec le système capitaliste. Mais tout ça est le fruit de l'inclusion dans des processus institutionnels. Si vous êtes de plus en plus inclus dans des processus institutionnels qu'on a imaginés pour vous, vous allez être de moins en moins enclin à sortir du périmètre, des normes, du périmètre de l'ordre dominant et du périmètre idéologique de cet ordre dominant. Et pour moi, ces recentrages du syndicalisme qui, alors je ne vais pas m'étendre sur le processus, si ça vous intéresse, vous me le direz, j'en parle dans différentes publications, mais ces recentrages, ils ont démarré avec la CFDT, c'est même pour la CFDT qu'a été inventé le terme de recentrage, mais l'ensemble du champ syndical a connu ce phénomène, avec des chronologies différentes, avec des formes plus ou moins marquées, mais la CGT l'a connu aussi. Elle a connu aussi son recentrage. Et bien évidemment, il me semble que prendre des distances avec des pratiques qui ont été celles qui, à un moment donné, ont permis de faire avancer le progrès social chez nous, ce n'est pas le meilleur moyen pour résister aux offensives néolibérales. Se détourner d'un syndicalisme, alors là c'est peut-être un discours un peu plus militant, mais se détourner d'un syndicalisme de classe et de masse au profit d'un syndicalisme davantage tourné vers le dialogue social, c'est-à-dire un syndicalisme voulu moins ancré dans le rapport de force, qui considère qu'il doit y avoir entre lui-même et le champ politique des frontières hermétiques, un mur hermétique, ça finit par poser problème. Bon. Et ça nous affaiblit, je pense, dans notre capacité à résister aux offensives
très, très bien organisées, très efficaces, hein, qui sont celles de cet ordre dominant. Et pourtant, alors on voit bien d'ailleurs que ça pose problème, parce que quand on regarde maintenant les grands mouvements nationaux, qu'ils soient interprofessionnels ou sectoriels, eh bien, ils mettent en jeu la plupart du temps les questions de service public et de statut. Quand on mène des mouvements sur les retraites, les grands mouvements sociaux sur les retraites, ils posent aussi cette question. Le premier grand mouvement sur les retraites en 1995, les cheminots et les salariés de la RATP qui ont été les plus mobilisés, il s'agissait pour eux de défendre ce qu'on appelle, avec un terme que j'aime pas trop, ce qu'on appelle le régime spécial de retraite. Et ce régime spécial de retraite, il existe parce qu'il y a des statuts. Et quand on veut plus le donner, on supprime le statut. Qu'est-ce qui s'est passé à la SNCF? Il s'est passé ça. Il n'y a plus d'embauche au statut. Donc il n'y a plus de régime spécial de retraite que pour ceux qui avaient été embauchés sous la forme statutaire avant la loi Borne. Bon. Vous prenez toute une série de grands mouvements sociaux chez les cheminots, chez les énergéticiens. Là aussi, il s'agit de quoi? Il s'agit de mouvements qui défendent un statut, qui défendent au travers d'un statut la nature d'une forme de propriété aussi, qui défendent des droits, qui défendent des protections. Quand on regarde tous ces grands mouvements depuis plus de 30 ans, depuis 30 ans plutôt, la plupart, si ce n'est tous, portent ces enjeux-là. Donc ce qui montre bien qu'il y a quand même des résistances à ces processus, alors qui malheureusement d'ailleurs se sont révélées plutôt des résistances qui ont rarement rencontré le succès. Il faut bien en convenir. Donc, alors, s'ils n'ont pas connu le succès, je pense que voilà. Alors, il y a une grande thématique que vous connaissez, qui est répétée à l'envi, la fameuse convergence des luttes. Bon. Parce que ce qui est quand même frappant dans les mouvements sociaux de notre époque, c'est leur fragmentation. C'est leur fragmentation, mais précisément, s'il y a fragmentation, c'est aussi parce qu'il y a déconstruction et délitement des grandes identités que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois des identités politico-idéologiques et des blocs d'identités professionnelles. Donc tout ça génère, dans le champ de la revendication sociale, génère une fragmentation telle qu'on en avait rarement vu, et qui fait ressurgir, alors d'ailleurs c'est assez amusant en fait, hein, le terme de convergence des luttes, il apparaît dans les années 70, après il va disparaître, et quand est-ce qu'il revient? Il revient dans le mouvement de 95. Il revient dans le mouvement de 95, on va en entendre de nouveau beaucoup parler, vous vous souvenez peut-être du printemps social de 2018, entre janvier et juin 2018, on avait eu toute une série de mobilisations sociales, dont la principale était justement le mouvement des cheminots, qui refusait le changement de nature de propriété de leur entreprise et qui refusait la suppression du statut, mais qui sont restés des mouvements superposés, qui ne se sont jamais vraiment entremêlés. L'échec, il vient aussi, je pense, de cette fragmentation. Mais cette fragmentation, elle vient aussi, je pense, de la difficulté, dans la mesure où il y a ce délitement des grands récits identitaires, vient aussi de la difficulté à trouver des lignes rouges. Qu'est-ce qui peut constituer, dans une société au sein de laquelle, à force de déconstruction, on a produit des conditions salariales de plus en plus individualisées? Quel fil rouge trouver? La difficulté, elle est là aussi, parce que il est bien évident qu'il était sans doute beaucoup plus... Alors, j'aime pas le mot facile, ça n'a pas grand sens. Il était peut-être plus commode, disons, d'avoir le Front populaire en 1936 et d'avoir mai-juin 68, à un moment donné, où les conditions de travail, les conditions salariales sont quand même beaucoup plus homogènes, même si elles ne sont pas identiques, bien sûr, ça va de soi, mais elles sont plus homogènes qu'elles ne le sont aujourd'hui, ou à l'intérieur d'une même entreprise, vous pouvez trouver toute une série de conditions
totalement disparates, où vous avez même des négociations collectives dont le résultat n'entre en application que par des décisions individuelles. Donc quand vous avez ce panorama-là, il est bien évident qu'il est d'autant plus compliqué de résister collectivement. On voit bien que c'est une des grandes victoires, un des grands succès de cet ordre dominant, hein, qui par là même parvient à mieux contrôler, j'allais dire, ou à mieux juguler les résistances collectives. Bon. En même temps, des fils rouges, je pense qu'on peut là aussi en trouver. Parmi ces fils rouges, je pense qu'il y a le fait qu'on a aujourd'hui un monde du travail, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, qui est dépossédé de son travail et qui ne parvient même plus à assurer les missions pour lesquelles il a été engagé. Et ça m'avait frappé en 2018. Quand les cheminots manifestaient, quand d'autres secteurs, la fonction publique aussi, beaucoup de salariés à statut donc, étaient dans la rue, la revendication qui était portée n'était pas une revendication salariale. Ça m'avait frappé dans les manifestations de l'époque. Ce qu'on entendait beaucoup, c'était je me mobilise parce que j'en ai ras-le-bol, je ne peux même plus exercer la mission pour laquelle j'ai été engagé. Ouais. Ma mission de service public. Mais cette mission de service public, elle ne peut plus être assurée parce qu'il y a un désengagement des moyens, parce qu'il y a une dépossession aussi du procès de travail et toujours plus de normes qui résultent d'injonctions qui sont imposées et qui dépossèdent ces travailleurs de leur savoir-faire. Ça, c'est quelque chose qu'on est en train de lire dans beaucoup d'études qui sont publiées depuis quelques années. Un des grands malaises du monde du travail, qu'il s'agisse du secteur public ou du secteur privé, c'est cette dépossession-là. Ce sentiment de ne plus pouvoir agir sur son travail et de ne plus pouvoir le faire. Ben ça, je pense que c'est une ligne rouge très forte. Il y en a d'autres, hein. Je n'ai pas le temps de développer davantage, mais je pense qu'un de nos enjeux, il est là, d'arriver à conceptualiser, à construire un certain nombre de lignes rouges transversales qui traversent l'ensemble du monde du travail et qui résonnent avec ce que Pierre Rosanvallon l'historien, appelle les épreuves de la vie. Aujourd'hui, les grandes identités qui se sont délitées, elles ont laissé béantes, elles ont laissé au grand jour et comme en déshérence ce qu'il appelle les épreuves de la vie. Or, ces épreuves de la vie, c'est-à-dire des ressentis individuels, qui passent par, il l'explique, hein, il en fait toute une typologie, ça peut être le ressenti du mépris, les discriminations, les risques psychosociaux, l'insatisfaction dans son travail. C'est ça qu'il appelle les épreuves de la vie. Bon, elles ont toujours existé, ces épreuves de la vie, ou quasiment toujours, sauf qu'à certains moments, elles étaient surplombées. Elles étaient surplombées par ces grandes identités collectives, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et il me semble que, pour le champ syndical, une des manières de se redynamiser, de repasser à l'offensive et de refabriquer des identités collectives passe par la captation de ces identités d'épreuve, ce que j'appelle les identités d'épreuve, pour en faire un corpus revendicatif et pour les tirer vers une identité collective commune. Alors c'est un travail compliqué, mais c'est un travail impératif et qui peut s'avérer efficace. Vous vous souvenez du mouvement des chefs de bord, dont on a beaucoup parlé, qui s'était organisé au sein d'un collectif. Je m'y étais intéressé parce que comment s'est construite leur mobilisation? Elle s'est construite par des échanges entre eux. Alors il y a un outil d'ailleurs très efficace de ce point de vue-là qui s'appelle les réseaux sociaux. Et au fil de ces échanges, où ils racontaient, c'était intéressant, ils racontaient leurs épreuves, ce qu'ils vivaient au jour le jour dans leur travail. Et pensant sans doute d'ailleurs au départ que c'était des ressentis purement individuels, des épreuves purement individuelles. Et puis en échangeant, puisque ce collectif est parvenu à rassembler plus de la majorité des chefs de bord, quantitativement parlant, ils se sont aperçus qu'en réalité, ces épreuves étaient des épreuves communes, qu'ils ressentaient et vivaient tous la même chose.
Et à partir de cela, ils en ont construit un corpus revendicatif. Et je pense que ça fait partie des choses sur lesquelles, ou auxquelles plutôt, on doit être attentif, parce qu'on voit bien que ça peut porter une certaine forme d'efficacité qui, par fragmentation, quand je dis par fragmentation, c'est-à-dire par association d'identités d'épreuves devenues des identités collectives, peut s'avérer très efficace et peut nous aider, je pense, à retrouver une résonance auprès de toute une partie du monde du travail qui aujourd'hui a plus de mal, sans doute, qu'à d'autres périodes, à s'identifier à ce que nous sommes, en tant que champ syndical, à ce que nous sommes en tant que CGT plus particulièrement, et puis à ce que sont peut-être aussi certains d'entre vous dans le champ politique. Et c'est ça qui fait que, d'ailleurs, je pense, un certain nombre de mobilisations aujourd'hui débordent du champ syndical, précisément parce qu'elles se construisent sur des épreuves de la vie qu'on a peut-être des difficultés à capter, et notamment notre syndicalisme qui aujourd'hui est plus en difficulté que d'autres. Quand vous regardez les élections professionnelles dans le secteur public et privé, le syndicalisme confédéré recule d'élection en élection. Tout le syndicalisme confédéré, parce que quand on dit que la CFDT est devenue le premier syndicat de France, c'est parce qu'il a perdu moins de voix que la CGT, pas parce qu'il en a gagné. Mais quand vous regardez les mêmes résultats, que ce soit dans le privé ou dans le public, que ce soit dans le salariat du privé ou dans le salariat à statut, ça qui est intéressant aussi, parce que ça touche y compris le salariat à statut, qui tend progressivement à accorder davantage d'audience aux organisations catégorielles. CFE, CGC, UNSA dans certains secteurs, et un syndicalisme catégoriel dont je pense, alors c'est pas la seule raison, bien sûr, il y a aussi une transformation sociologique du salariat, etc., y compris dans le secteur public. Mais il me semble que ce salariat catégoriel, il est sans doute plus à même, par son inspiration même, à entrer en résonance avec ces épreuves de la vie, qui effectivement sont très fines d'un point de vue professionnel et qui nécessitent un travail fin de terrain, d'interaction entre représentants et représentés. Bon, mais en tous les cas, voilà, être conscient de cela, je pense que c'est un élément important pour nous en tant que syndicalisme d'intérêt général et confédéré et interprofessionnel. Alors, voilà, j'ai un peu répondu à ma question, donc je vais pas. Alors, quel outil syndical, quel syndicalisme? Voilà, alors, moi, je pense qu'il faut vivifier tout ce qui ressemble à de l'interprofessionnel. Voilà. Parce que c'est par l'interprofessionnel qu'on finit quand même, au bout du compte, par tracer ces lignes rouges communes que j'évoquais. Hein. Sinon, on en reste. Qu'est-ce qu'on fait? On ne fait que nourrir soi-même la fragmentation, ce que font les organisations catégorielles. D'une certaine manière, elles nourrissent aussi elles-mêmes la fragmentation. Donc, l'outil interprofessionnel, ce que vous êtes ici, les UL par exemple, d'ailleurs c'est une grande force du syndicalisme CGT, d'avoir ce maillage territorial qui peut participer de la construction d'identité interprofessionnelle, d'identité collective, et qui est un maillage territorial tout à fait essentiel. Bon, dans tous les cas, alors, quand je dis quel syndicalisme, pour moi, le syndicalisme qu'il nous faut aujourd'hui et qui me semble entrer en résonance avec les demandes notamment de ceux qui nous échappent beaucoup. Ceux qui nous échappent beaucoup, c'est-à-dire les plus jeunes. Ouais. Ils sont en demande de ce que j'appellerais un syndicalisme activiste. Encore récemment, là, je lisais l'étude du CEDIPOF de Sciences Po, là, puisque il se trouve que j'ai des fonctions plus, disons, institutionnelles hors champ syndical, qui montraient que parmi les segments de la société qui croient le moins au vote et le plus aux mobilisations, ce sont les plus jeunes. Mais on peut s'interroger, alors, ils pensent que c'est l'action directe, pour reprendre une expression classique dans le champ syndical, ils pensent que c'est l'action directe qui paye et pas l'acte électoral. Alors, bien sûr, on peut contester le fait qu'il faille disjoindre les deux, bien évidemment, mais comment se fait-il dans ce cas, puisqu'ils considèrent que c'est l'action directe, c'est-à-dire l'action même du syndicalisme, quand même, qui est sur le terrain,
Comment se fait-il qu'ils n'adhèrent pas? On peut, je pense, légitimement se poser la question. Une des raisons, à mon sens, c'est que, comme d'autres, mais eux peut-être plus que d'autres, identifient aujourd'hui beaucoup. Alors bien sûr, ils sont pour beaucoup d'entre eux dans une précarité plus massive que ne l'étaient leurs prédécesseurs, même s'il n'en reste pas moins que le CDI reste aujourd'hui quasiment la condition de près de 90% des salariés français. Hein. Il faut pas voilà, on n'est pas non plus dans une société de CDI généralisé ou d'absence de statut généralisé. Bon. Mais c'est vrai qu'ils le sont de toute façon bien davantage que leurs aînés. Bon. Donc il y a tous ces éléments-là qui jouent. Ils sont aussi dans des formes d'emploi plus individualisées, évidemment. Hein. On ne va pas parler de l'ubérisation, mais on pourrait le faire. Mais je pense aussi qu'il y a des modalités d'action. Et pour eux, il y a cette perception de syndicat comme, au fond, participant d'une espèce de grand ensemble institutionnel dans lesquels ils mettent le champ politique, les médias, puis il y a les syndicats aussi qui, finalement, participent aussi de tout ça. Quoi. Voilà. Bon. Parce qu'ils se vivent peut-être davantage en corps intermédiaires qu'en contre-pouvoir. Et d'ailleurs, dès que je le peux, je dis toujours aux syndicalistes que j'ai devant moi, ne vous définissez jamais comme un corps intermédiaire. Un syndicat, c'est un contre-pouvoir. Un syndicaliste, c'est un contre-pouvoir. Un corps intermédiaire, c'est une interface entre le pouvoir et le corps social pour amortir les chocs. La monarchie absolue de droit divin, Louis XIV, il s'appuyait sur les corps intermédiaires. Bon. Un contre-pouvoir, c'est pas la même chose. C'est quelque chose qui s'oppose, qui conteste, qui a son projet parfois de rupture, ce que n'aura jamais un corps intermédiaire, parce que lui, son action s'inclut dans le périmètre du système tel qu'il est, ce qui n'est pas forcément le cas d'un contre-pouvoir, qui peut imaginer avoir son propre projet de société, ce qui a été le cas historiquement de notre syndicalisme. Mais toujours est-il que, voilà, il y a cette forme, je pense, cette forme d'identification qui n'est sans doute pas sans lien avec le fait que nos pratiques aujourd'hui sont des pratiques beaucoup plus normées qu'elles ne le furent dans le passé. Les grands progrès sociaux que j'évoquais, outre cette conjonction du politique et du social et du syndical, incluaient des pratiques hors normes, hors règles de droit. 36 ou 68, des occupations d'usines, c'est une transgression du droit. Ce qu'on appelle aujourd'hui, chez ceux qui s'insurgent, hein, les blocages, c'est une transgression du droit. Mais ça a toujours été des pratiques qui ont participé du progrès social, puisqu'elles étaient inhérentes aux pratiques syndicales. Et précisément, un des objets des processus dits de dialogue social et d'institutionnalisation du syndicalisme sont destinés à l'inclure de plus en plus dans des rapports de droit plutôt que dans des rapports de force transgressifs. Or, quand vous avez des jeunes qui, eux, on le voit, sont en capacité d'agir, ils ne sont pas dépolitisés comme le disent certains, alors, il y en a qui le sont bien sûr, mais ils font régulièrement la démonstration de leur capacité d'agir, alors sur des causes souvent ponctuelles et avec des moyens d'action plus directs, qu'on appelle aujourd'hui communément de l'activisme. Voilà, moi ce que je pense important pour nous, c'est de concevoir un syndicalisme activiste, c'est-à-dire quand je dis syndicalisme activiste, c'est-à-dire qui conserve ce côté d'engagement durable, pérenne, dans la durée, ce qui est le cas bien sûr du syndicalisme. Et cette forme d'engagement-là, elle est loin d'être vieillie ou dépassée, elle est même essentielle. Mais à condition d'y adjoindre des pratiques qui ne se refusent pas la transgression. Quand on a manifesté entre janvier et juin 2023 sur les retraites, on l'a fait selon un calendrier. Alors ça m'a frappé. Enfin, si ça vous intéresse, vous regarderez là-dedans. J'ai fait un tableau en mettant en regard les dates des 14 journées d'action entre janvier et juin 2023 et le calendrier institutionnel. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? On voit que chaque date
est aligné de bout en bout sur le calendrier institutionnel. Un peu comme si, au fond, on s'en remettait à d'autres, comme si on s'en remettait au bon vouloir des autres, et pas à ses propres forces, comme a su le faire le syndicalisme, à son propre rapport de force, avec des pratiques, comme celle de la journée d'action, qui aboutissent même, à un moment donné, de mon point de vue, à une forme de privatisation de la grève, d'individualisation de la grève. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, tout au long du XXe siècle et jusqu'en 1995 même, les grands mouvements sociaux qui se construisaient d'abord selon le schéma grève plus manifestation, consistaient à construire la grève sur le lieu de travail, et non pas à faire grève parce que j'ai besoin d'aller manifester tel jour, ce que je fais de manière individuelle depuis chez moi. Comprenez? Et c'est en ça que je parle d'individualisation de la pratique gréviste, ce qui me semble être tout à fait délétère. Ça participe de la déconstruction du collectif. Vous voyez? Moi, quand j'ai fait, vous en doutez, j'ai fait des grèves et des manifestations entre janvier et juin 2023. Je partais de chez moi. Je partais de chez moi. Mon épouse qui travaille comme professeur dans un collège du bassin minier, elle partait de chez nous. Elle partait pas de son collège. Et comment voulez-vous, à partir de là, construire des pratiques comme la grève reconductible, etc., etc. Ça ne s'est jamais construit autrement que depuis le lieu de travail. Donc si on se déporte ailleurs, et si on fait grève non pas depuis nos lieux de travail, depuis chez nous, ça donne ce qu'on connaît depuis 20 ans. Voilà. Alors, c'est peut-être un peu un autre sujet, mais pas tant que ça. Parce que la résistance et l'offensive qui me semble être nécessaire pour les services publics, pour le salariat à statut, elle passe aussi par des pratiques, bien évidemment. Et comme je le disais, les grands mouvements sociaux que j'évoque, y compris les derniers, mais aussi en jeu ces questions-là. Mais toujours est-il qu'avec ce type de pratique-là, je pense qu'on a plus de mal à s'adjoindre une partie de notre corps social, et par ailleurs, on a de plus en plus de difficultés à établir un rapport de force efficient. Avec cette nécessité qui me semble impérative, alors je le cite, j'adore le citer, je l'ai encore cité hier, il va croire que je l'adore, c'est Dominique Rousseau, ça vous dit quelque chose, le constitutionnaliste, qui passe parfois à la télévision et dans les médias, que j'aime bien d'ailleurs parce que c'est un constitutionnaliste plutôt de gauche, il n'y en a pas beaucoup. Et dans un article qu'il a écrit, je crois il y a 2 ans, un truc comme ça m'a fait sourire quand j'ai lu cette phrase. Alors je l'ai gardée, parce que moi ça fait 20 ans que je le dis, il dit « J'ai pris conscience que pour s'inscrire dans la durée, les mouvements sociaux doivent se prolonger dans l'institution. » Donc en effet, je pense qu'à un moment donné, il faut se poser la question, comment envahit-on les institutions? Quel rapport avons-nous avec le champ politique? Quelle interaction, quelle articulation peut-on imaginer construire, sans qu'elle réplique les méthodes anciennes, nécessairement? Mais voilà, comment peut-on imaginer, alors j'en arrive, de toute façon c'était la fin, comment peut-on imaginer de réinvestir, à notre manière de syndicalisme et de syndicaliste, réinvestir le champ politique? Vous n'êtes pas sans avoir constaté que depuis 2016, on est face à une phase inédite de notre histoire. Moi, je n'ai jamais vu ça dans l'histoire contemporaine. On n'a jamais vu à une telle vitesse une succession de mobilisations sociales, de mouvements sociaux d'ampleur nationale. Jamais. Depuis 2016, ça n'arrête pas. Pourquoi 2016? Parce que vous vous souvenez, c'était la mobilisation contre l'oléoéconomie, entre mars et début juillet 2016. Après 2017, Macron a été élu. Il y a eu un embryon de mobilisation qui n'a pas réussi à être aussi massif qu'il l'aurait souhaité contre les réformes, enfin la réforme du Code du travail. 2018, c'est le mouvement des Gilets jaunes qui commence, qui est un mouvement social, même si je sais qu'il est discuté en tant qu'objet de champ syndical, mais c'est un mouvement social au sens sociologique du terme. Il dure quasiment jusqu'à l'été suivant, 2019.
Décembre 2019, système de retraite à points, là, que voulait instaurer Macron, tout ça dure jusqu'au confinement. Alors il y a la parenthèse Covid, et puis rebolote 2023, nouveau mouvement. Alors bien sûr, il y a tout un tas d'offensives du capital, du néolibéralisme, qui impliquent cette récurrence, mais il n'y a pas que ça. Et j'oubliais même d'ailleurs, parallèlement au mouvement sur la loi El Khomri, les nuits debout. On n'a jamais vu un tel foisonnement, mais on n'a jamais vu non plus un tel foisonnement qui systématiquement conduit à l'échec. Jamais. Ça pose bien question quand même. Et pour moi, une des explications, c'est qu'on s'est à chaque fois heurté, ou ceux qui ont mené ces mouvements, je n'étais pas dans le mouvement des Gilets jaunes par exemple, ceux qui ont mené ce mouvement, non pas que j'étais hostile d'ailleurs, c'est pas la question, je m'estimais d'ailleurs pas légitime pour en faire partie, au regard de ma position sociale. Mais à chaque fois, il me semble que l'échec est en partie dû au fait que ces mouvements se sont heurtés au mur du politique. Ils n'ont pas trouvé les moyens de dépasser le mur du social, le champ du social, pour s'inclure dans celui du politique et des institutions, de manière à obliger celles-ci de prendre en considération ces revendications. Et ce double étau que j'évoquais tout à l'heure, ce double étau, pression politique, pression sociale, n'était pas là. Et quand il n'est pas là, on a toutes les chances de perdre. Et même en 95, il était là. Même en 95, il n'y a pas si longtemps que ça. Souvenez-vous, le mouvement de novembre-décembre 95 donne lieu à un grand débat public sur la question du libéralisme. Et c'est un débat politique. Bourdieu qui vient dans une assemblée générale des cheminots de la gare de Lyon. C'est un truc incroyable. Professeur au Collège de France, il se déplace dans une assemblée de cheminots à la gare de Lyon. Pour parler de quoi? Pour débattre, non seulement du mouvement, mais pour débattre du modèle de société. Voilà, ce sont des éléments qui sont absolument incontournables, en tout cas de mon point de vue. Et il me semble que résister en tant que salarié à statut, que je suis aussi, ça passe évidemment par la lutte de classe, mais cette lutte de classe elle-même, elle passe par la mobilisation sociale et elle passe aussi par la mobilisation politique. Voilà, je m'arrêterai là parce que je vois que